J'ai la chance d'être entouré d'intervenants et d'intervenantes de très grande qualité. Et je pense qu'on va pouvoir faire un premier tour de table. Enfin, je crois que vous connaissez déjà beaucoup. Mais peut-être sur deux aspects, de vous présenter, mais par rapport à comment cette notion de droit à l'alimentation, cette aspiration à la démocratie alimentaire, vous pouvez en témoigner au travers des expériences que vous avez. Et puis aussi peut-être dans un deuxième temps, est-ce que cette notion, la notion qu'on voyait un peu transparaître dans la vidéo et qu'on a un peu tous en tête ce soir, c'est celle de sécurité sociale de l'alimentation. Et est-ce que de la même manière, c'est des choses que vous entendez, que vous voyez, il y a des collectifs qui émergent ou pas, ou alors peut-être même que vous êtes dedans vous-même. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Bonsoir, Patrice Vidal, moi je suis pantinois, je me suis engagé avec d'autres pantinois il y a quelques années pour créer une association qui favorise des initiatives citoyennes et assez vite on est arrivé sur les questions qui s'appelle Écobulle. Assez vite on est arrivé sur les questions alimentaires et en repérant qu'il y avait un ensemble d'initiatives sur la ville de Pantin en 2017-2018, on a impulsé une dynamique pour voir s'il n'y avait pas d'intérêt à se regrouper entre un premier ensemble d'acteurs. On a créé un tiers-lieu qui s'appelle la butinerie, qui intègre différentes fonctions autour des enjeux alimentaires, avec la présence d'un magasin Biocop, le rapport à l'accès aux produits. À l'époque, on avait une association au circuit court qui a fermé depuis, marché sur l'eau, et puis des professionnels qui peuvent accompagner sur les enjeux alimentaires. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus sur cette question-là. Simplement, je pense que un des fondements de ce qu'on cherche à faire à la butinerie, c'est de favoriser la capacité de chacune et chacun à reprendre en main son alimentation au regard d'un système de contraintes qu'on a tous. C'est qu'on n'a pas tant de temps que ça, pas tant d'argent que ça, on n'a pas forcément tant d'espace que ça, et tant d'équipement. En tout cas, certains, on a des petits espaces. On n'a pas toujours l'expérience de la pratique de la cuisine, moi le premier. Et on est abreuvé de messages publicitaires qui nous perturbent et de messages politiques qui nous expliquent aussi, ou de santé qui nous expliquent que manger est un acte qui renvoie à des questions environnementales, à des questions de santé, on l'a vu, à des questions de plaisir, etc. Il faut qu'on arrive à faire avec toute cette tambouille d'informations multiples et variées qui n'a pas la même qualité à chaque fois. Voilà, et donc la perspective de ensemble trouver des façons de reprendre en main notre alimentation, à la fois comprendre, accéder aux produits, savoir comment les cuisiner, quels effets ça a pour celui qui les a cultivés et pour nous-mêmes, est quelque chose qu'on cherche à expérimenter, voilà, et à mettre en œuvre au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on a fini, qu'on a toutes les réponses, et c'est, je pense, une des invitations qu'on pourra faire ce soir. C'est comment on continue, on se relie, on expérimente, et petit à petit on chemine sur cette perspective de démocratie alimentaire. Bonsoir, moi je m'appelle Wessal, alors j'habite à Aubervilliers. Comme moi je suis productrice et je travaille aussi dans une coopérative, je produis du cresson dans le sud d'Île-de-France, dans des marais. Et du coup je travaille dans une coopérative qui s'appelait Andine et qui s'appelle maintenant Equitopie et qui fait du commerce équitable. Moi j'ai une formation agricole et j'ai travaillé dans des syndicats agricoles, notamment à la Confédération paysanne, donc ça fait longtemps que les questions de souveraineté alimentaire se posent. Et du coup, moi j'ai une formation agricole, mais j'ai pas commencé par la production. J'ai commencé par plutôt la partie politique agricole. Et puis après, je me suis quand même aussi rendu compte que pouvoir produire de l'alimentation soi-même, c'était un petit peu un super pouvoir, surtout quand on est parisien. Et que du coup, il n'y a pas d'endroit où on peut faire pousser des trucs et les manger. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'avoir cette double activité.
Et du coup, donc voilà, sur la partie production, c'était vraiment le truc de parler moins d'alimentation, mais de pouvoir la produire et de pouvoir avoir ce rapport direct avec les personnes qui mangent. Donc c'est pour ça qu'on fait tout en direct et tout collectivement. Et puis aussi la question de la démocratie alimentaire, elle se pose évidemment tout le temps quand on choisit des filières, quand on fait donc le commerce équitable. Donc, on pense beaucoup aux produits qui viennent de l'étranger, donc évidemment on a des choses qui viennent d'ailleurs, mais il y a aussi le commerce équitable en France. Donc on est tout le temps en train de se poser toutes ces questions-là, de savoir quel est l'apport social du producteur, du transformateur qu'on va choisir, comment ça se passe au niveau du travail, comment ça se passe du point de vue de la gestion, de l'impact environnemental, du transport, etc. Comment on fait aussi pour ne pas remplacer, surtout avec les cultures d'export comme par exemple le café ou le cacao, comment on fait pour ne pas justement écraser la souveraineté alimentaire d'autres pays qui ont moins de pouvoir que nous. Donc voilà, c'est par toutes ces questions que forcément il semble évident et naturel de s'intéresser à un truc qui s'appelle sécurité sociale de l'alimentation, parce que déjà il y a sécurité sociale dedans, et puis sécurité sociale c'est quand même très cool, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Oui, du coup on a créé aussi une coopérative alimentaire, moi j'ai fait partie de ça dans le 20e, une coopérative alimentaire dont le but aussi était d'expérimenter différents éléments de la sécurité sociale de l'alimentation à une toute petite échelle, évidemment. Mais voilà, du coup, c'est des activités que je trouve passionnantes et que je trouve qui amènent vers un modèle de société dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Merci. Je suis Jean-Marie Coutard, j'ai travaillé depuis plus de 20 ans à Pantin. J'ai eu la chance de participer au montage de la butinerie et de suivre pas mal d'actions sur le territoire, notamment autour du montage de marchés paysans avec la Confédération paysanne depuis 2017. Je suis aux Amis de la Confédération paysanne, donc moi je suis intéressé aussi par la question du prix de revient payé aux paysans par rapport à leur activité. Ce rapport aussi qu'entretiennent la Confédération paysanne à cette approche sociétale de l'alimentation, une approche systémique qui considère qu'il n'y a pas de consommateurs, il y a des mangeurs. Il y a des mangeurs au bout de la chaîne. Et bien souvent, il y a des mangeurs au bout de la chaîne qui sont en situation de précarité alimentaire du fait du problème de la rémunération de leur production. Donc, en 2020, dans le cadre du Covid, j'étais amené à Bagnolet à participer à la mise en place de cantines, et puis de faire des maraudes avec les copains et copines pendant le Covid. À l'issue de cette période-là, on s'est retrouvé un petit peu dans une complexité, on n'arrivait pas à poursuivre notre activité dans ce domaine. Moi, j'étais vraiment intéressé pour poursuivre sur cette question de démocratie alimentaire, comment on élabore cette démocratie alimentaire à la fois avec les paysans, mais aussi avec l'ensemble de la société civile. Donc je me suis intéressé à partir de ce moment-là à ce projet de la sécurité sociale de l'alimentation qui est né à la Confédération paysanne en 2017, autour de Mathieu Dalmet, notamment avec ses conférences gesticulées et de l'atelier paysan, qui après ont été pas mal théorisés avec Bernard Friot, autour de toute la question de la production agricole, du salariat et d'autres choses de ce type. Maintenant, je suis aussi au niveau national, dans le collectif national, et on travaille sur la question de ce projet de loi d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, et aussi d'un projet de loi cadre avec un certain nombre de parlementaires de différents partis politiques. Voilà, brièvement, en quelques mots, et puis sinon, je participe à la mise en œuvre de l'expérimentation du 20e arrondissement avec Jean-Claude, et puis Bénédicte Blouzy qui nous accompagne dans le cadre du parcours d'engagement et toute la mise en œuvre de cet accompagnement d'éducation populaire autour du droit à l'alimentation. Voilà. Je participe
en matière de transition. Je passe la parole à mon voisin qui vous en dira plus sur la caisse du 20e. Merci. Bonsoir, je m'appelle Jean-Claude, je fais partie de l'expérimentation du 20e arrondissement à Paris. Je fais partie du comité citoyen, je suis membre du conseil d'administration de l'association Vivre qui porte l'expérimentation au niveau administratif et financier. J'ai commencé à travailler, à rejoindre au départ, c'est-à-dire le 14 septembre l'année dernière, donc il y a un petit peu plus d'un an, sur la première réunion publique qui a eu lieu. Et depuis, j'ai pas arrêté. Cette expérimentation est pour moi quelque chose qui m'a happé complètement et qui a changé ma façon de vivre, mes activités et tout. Donc voilà, je suis très content de pouvoir partager cet engouement de cette aventure collective vraie et joyeuse. Et je vous en dirai plus au fur et à mesure, parce qu'il y a plein de choses à raconter. On a été très très actifs, on a beaucoup travaillé. On a donc commencé à se réunir la première fois le 14 septembre l'année dernière. On a ouvert l'expérimentation avec les échanges financiers le 5 mai. Et depuis, ça fait donc à peu près 6 mois que ça tourne et que ça augmente. Là, on vient de monter en puissance. On a ouvert avec 220 parts. Et là, on vient de passer, il y a à peu près un mois, à 350. Donc, ça se passe bien. C'est beaucoup de travail, mais c'est super. Bonjour, je suis ravie d'être là parce que moi je travaille surtout à pleine commune, donc j'ai très peu l'occasion de vous voir, d'ailleurs je crois que je connais à peu près personne. Donc enchantée, je m'appelle Amina, je suis urbaniste de formation et j'ai cofondé une asso qui s'appelle Micro-Ressources. C'est pour ça que je suis là, parce que Micro-Ressources a participé à l'expérimentation avec une autre asso qui s'appelle le Comité Éco mais qui n'existe plus. Et avec Pleine Commune, qui est en fait les cuisines contribuent. Et cette expérimentation répondait à des enjeux donc, de démocratie alimentaire, dans la mesure où elle était censée, elle a, d'ailleurs c'était l'expérimentation qui a toujours lieu, alors peut-être un peu moins de volume, mais qui a pour ambition, de permettre, de faciliter un approvisionnement alimentaire de qualité à une grande majorité de la population. Donc de qualité, ça regroupe en fait plein de choses. Donc c'était à nous aussi de calibrer un peu les produits qu'on voulait partager, acheter. C'était donc avant tout des produits frais, issus de l'agroécologie, issus aussi du bio, des produits de saison et en circuit court. Et en fait, les cuisines contribuent, je vous en dis 2 mots là peut-être parce que c'est ok. Les cuisines contribuent, c'est donc des espaces de cuisine collectifs, des espaces de cuisine partagés comme la butinerie par exemple, qui sont exploités soit par la collectivité, sinon par des assos ou alors des acteurs de l'ESS, et qui du coup proposent un tas d'activités autour du culinaire. En fait, les cuisines contribuent, c'était l'organisation il y avait une dizaine de groupes, notamment une même à l'université par exemple de Paris 8, donc d'un groupe de dizaines de personnes qui venaient régulièrement, 1 à 2 fois par mois, cuisiner ensemble, pour que l'espace soit équipé mais aussi suffisamment grand pour recevoir un public de 10 personnes, qui venaient donc cuisiner des portions en quantité, donc elles pouvaient ramener à la maison pour la semaine, pour la famille, pour leurs amis, tout ça. Et en fait, en faisant ça, on a organisé des groupements d'achat et donc on a permis en fait acheter à prix coûtant des produits donc, de qualité. Et on avait donc dessiné toute la structuration de coopération entre différents acteurs locaux qui faisaient partie de la filière en fait alimentaire. Donc on a travaillé par exemple avec VRAC, qui est un groupement d'achat dont je fais partie du CERF, donc on pourra aussi en parler parce que ça répond à des enjeux de démocratie alimentaire. Mais aussi des fermes urbaines, des fermes d'ailleurs pas urbaines, en circuit court. On a travaillé aussi avec Appui. Enfin, voilà, on a dessiné comme ça de la coopération entre différents
acteurs du territoire. Et voilà. Et en fait, ça permettait donc le prix, par exemple, pour vous donner une idée, le prix d'une portion alimentaire, c'était entre 50 centimes et 1 euro. Et donc avec 7,50 € en moyenne, on pouvait avoir 10 portions en fait, de plats ramenés à la maison. Voilà. Alors oui, j'ai peut-être un autre mot aussi sur ça, parce que j'en profite, mais c'est ce type d'initiative-là, il en existe à plein de communes, mais aujourd'hui il y a des mouvements comme ça qui sont d'abord associatifs, qui se voient un peu en Europe, notamment à Bruxelles, ça s'appelle le mouvement des cuisines de quartier, très axé sur justement, à la différence de peut-être des cuisines contrib, c'est que la question était de travailler de cuisiner des produits issus des invendus alimentaires et donc de les avoir vraiment pas chers et donc de permettre à toute une population de se nourrir sans par contre choisir forcément ce qu'elles achetaient, les produits pour cuisiner. Et donc l'intérêt aussi de pourquoi on est là, c'est de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut trouver des biais pour répondre à des exigences aussi d'adéquation en fait avec les cultures de chacun, les cultures culinaires de chacun de chacune. Merci beaucoup. Moi je trouve que c'est quand même impressionnant tous les trucs. Du coup, vous êtes quand même toutes et tous des acteurs concernés qui effectivement peuvent avoir intérêt à faire ce type d'institution, par exemple, ou en tout cas à continuer à mieux se relier pour faire droit, pour être suffisamment nombreux et nombreuses. Et je me dis que peut-être dans cette deuxième partie, on peut un peu plus explorer en fonction de différentes thématiques qu'on sait qui sont un peu récurrentes dans les différentes initiatives de sécurité sociale de l'alimentation, dans la vie d'un collectif ou dans la possibilité de faire émerger des nouveaux collectifs. Il y a Montpellier qui avait fait un beau rapport de recherche-action sur comment les différentes étapes qu'ils avaient suivies pour mettre en place une caisse de l'alimentation commune. Et assez vite, il y avait eu la question de quand il y a l'émergence d'un collectif, continuer à se rencontrer pour apprendre à mieux se connaître. Le deuxième qui était plus sur la mobilisation citoyenne. Il y a eu très vite des choses sur la supply chain, l'anglicisme, la logistique et comment organiser aussi le soutien à la production. Et évidemment le mode de financement et de conventionnement. Même peut-être, ça se trouve, est-ce que le projet de loi donnerait ne serait-ce que des financements ou alors autre chose. Peut-être qu'on pourra avoir aussi des perspectives sur les tendances à long terme, est-ce que c'est en soutien ou pas. Voilà, il y a pas mal de sujets à aborder, mais je me demandais d'abord si il y a quelqu'un qui connaît ici, si jamais vous aviez, à quel point vous sentez une certaine forme de maturité sur le bassin de vie de Pantin à peu près, sur cette question de la démocratie alimentaire et qui peut se traduire par une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. On est dans des villes, une ville comme Pantin, c'est une ville qui foisonne d'initiatives. Après, si on regarde sur le champ plus circuit court, enjeux alimentaires, on va trouver aussi bien des AMAP, et dans les premières AMAP qui se sont créées, il y en a qui étaient sur Pantin, voire la première, c'est ça. La première AMAP créée à Pantin, il y en a plusieurs sur la ville. On va trouver des lieux comme le Pas si loin, qui par certaines dimensions rejoignent ce qu'on fait à la Bufinerie, des cantines participatives, des prix libres. On va avoir, je veux dire, heureusement et malheureusement, aussi toutes les initiatives autour de la solidarité alimentaire et de la précarité alimentaire, avec les dons alimentaires. Donc il y a des acteurs en mouvement. Après,
la question, c'est un peu ce qu'on voyait dans le film. Tout ça, c'est des dimensions complémentaires. Donc c'est aussi comment on continue à tisser du lien et petit à petit à monter en capacité, à monter en cohérence entre nous. D'une manière générale, ma vision du territoire de Pantin, c'est que c'est un endroit où il y a plein de potentiel, il y a énormément de potentiel, il y a énormément de ressources, et il y a plein d'initiatives. Donc l'enjeu est plutôt un enjeu de coordination, de coopération, de repérage, de coordination, de coopération. Mais la ressource existe pour innover. J'ai juste une question sur la logistique. Est-ce que tu peux nous parler de... à Pantin, il y a quand même un canal. C'est pratique, l'eau pour transporter les trucs. C'est quoi ça? Je sais qu'il y avait avant le marché sur l'eau à Pantin. Est-ce que tu as une idée de... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi ça n'existe plus? Effectivement, le marché sur l'eau, c'était le regroupement d'une vingtaine de producteurs quand même en Seine-et-Marne qui, à travers une association, permettait à des habitants du Pantin de pouvoir accéder directement aux produits. Là, le marché sur l'eau, si on regarde, c'est créé à une époque où il y avait moins de concurrence au sens d'alternatives, de magasins en circuit direct qui maintenant existent. À Pantin, donc on va trouver plus. Et nous, en tant que consommateurs, on est quand même déjà plein de contraintes, donc on va quand même au plus facile. Donc entre venir le samedi matin récupérer son panier avec des produits dont certains, je ne sais pas ce que je vais trouver, et aller dans le petit commerce qui me propose des produits en libre-service en circuit court, je pense qu'il y a une partie des personnes qui sont parties vers ça. Mais ça pose la question de la relation entre les agriculteurs et les consommateurs. Et sur le fond, c'est comment on peut soutenir. Ça ne peut pas être réservé aux militants, quoi. C'est l'enjeu aussi de l'accessibilité, de trouver des formes qui soient suffisamment accessibles pour que l'effort soit le moins élevé possible. Parce que dès qu'il y a un effort, on perd du monde. Par rapport à ce que tu disais, Yves, sur la question de comment on fédère les militants, mais moi je dirais comment on fédère la population qui est aussi en situation de précarité alimentaire autour de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation qui est vraiment une autre dimension d'éducation populaire où on n'est pas dans l'entre-soi, je dirais, une catégorie sociale moyenne qui ont une culture commune, je dirais, et qui permettent aussi d'aller plus loin que ce que font les collectivités aujourd'hui dans le cadre des PAT, des actions de sensibilisation, tout ce qui est autour de la précarité alimentaire, mais aussi sur les questions de l'alimentation de façon plus générale, en termes de consommation, d'usage, etc., retrouver des capacités, et comment on embarque ces personnes-là aussi dans un projet collectif qu'on retrouve notamment à Montpellier, puisque l'expérimentation de Montpellier a été montée sur un QPV où c'est des gens en précarité qui ont été embarqués dans le projet, les autres sont venus s'agréger autour, et ça a permis, pour partie au moins, de permettre à des personnes qui ne se donnaient pas la capacité d'agir ou qui ne se reconnaissaient pas le droit d'agir avec l'ensemble de la société, je dirais, sur leur question d'alimentation, de pouvoir s'engager dans un projet de montage de caisses. C'est un peu le modèle qui a été choisi aussi dans le 20e arrondissement autour d'un travail sur la connaissance de cause avec les habitants, qui a permis à ceux-ci après de monter une caisse, d'assurer la gestion au niveau des statuts, le travail de conventionnement et tout ça, avec cette question de connaissance de cause, c'est-à-dire aussi de rencontre aussi des paysans, d'aller rencontrer les paysans sur leurs exploitations et tout ça. Donc là on voit qu'autour de ce travail sur la sécurité sociale de l'alimentation, on se remet dans la perspective de la sécurité sociale telle qu'elle a été créée en 1946, avec une gestion des cotisations
que nous on appellera contribution volontaire dans le cadre des caisses, à la gestion de ces contributions, la gestion des financements publics, etc., par les usagers, les bénéficiaires de la caisse, qui co-gèrent toutes ces questions-là, avec aussi les paysans, avec des perspectives allant jusqu'à l'intervention sur la transformation du système d'alimentation des mangeurs jusqu'aux paysans, effectivement, comme le disait Patrice. Oui, alors ça, c'est pas très lumineux comme sujet évoqué, mais il y a quand même quelque chose qu'on s'est pris en pleine tête, hein, c'est que les personnes qui sont vraiment dans le besoin ont du mal à écouter réellement de quoi il s'agit. Si elles ont faim, si elles sont dans une précarité assez forte, ils voient alimentation, caisse, alimentation, elles viennent. Elles viennent avec un caddie, et des fois pas du tout, c'est jamais le bon moment pour faire ça, parce que c'est pas le sujet, mais on s'est retrouvé confronté plusieurs fois à une population qui n'a pas compris, parce que l'écoute est difficile quand on est en précarité, et donc ça nous a fait comprendre qu'on avait vraiment un travail très 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 intense à faire sur la communication, sur apprendre à parler de ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'est une caisse, et ça nous a formés à ça en fait. Ça nous a obligés à y réfléchir, et à pas se retrouver. Moi, il y a encore des gens que je croise donc 6 mois plus tard dans le quartier et qui me regardent de travers, vraiment, en me disant mais moi je m'étais inscrit. Mais oui, mais seulement on a essayé. C'est pas de l'aide alimentaire, donc on a essayé de respecter les classes les socio-professionnelles du 20e. On a pris les chiffres de l'INSEE pour ça, et donc on a fait plusieurs tranches avec des cotisations différentes. Et ce sont des parts dont le nombre est extrêmement limité. Et on s'est aperçu que, donc bien sûr, les tranches très basses, avec une cotisation à 15 € par mois pour retrouver une allocation de 100 € par personne, ça s'est rempli en quelques minutes. On a eu aussi là on a été étonné, beaucoup de facilité à remplir les tranches très hautes, donc qui cotisaient 100 €, voire plus que 100 €, voire beaucoup plus même. Et par contre, on a eu du mal à remplir les tranches des personnes qui ont un revenu à peu près de 1 800 à 2 000 € par mois. On s'interroge encore comment toucher ces personnes. On a plein d'idées, on essaye plein de choses. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui pensent que c'est pas pour eux parce que, encore une fois, elles pensent que c'est de l'aide ou qu'ils n'ont pas besoin de participer à ce genre de projet parce qu'ils savent manger ou je ne sais pas. Mais en fait, c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est universel. C'est un des 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, on tâtonne, mais il y a des sujets auxquels il faut vraiment faire attention et être vraiment attentif parce qu'on se retrouve vite dans une situation très très désagréable. Voilà. Alors encore une fois, je suis peu connaisseuse de la ville de Pantin vraiment, mais peut-être ce que je peux vous partager, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler, vous avez participé de près ou de loin, c'est le chèque alimentaire qui a été mis en place par du coup, le BAT de la Seine-Saint-Denis, du département. Donc c'était vraiment une expérimentation portée par le département, mais aussi par Action contre la faim. Et l'idée était d'envoyer donc un chèque alimentaire à hauteur de 50 € pour que ces bénéficiaires, il y en avait à peu près 1500 sur tout le département, donc c'est très peu. Et c'était sur 4 villes, donc pas Pantin, hein, mais Montreuil, Sevran, Clichy-sous-Bois et Villetaneuse. Donc avec quand même un tissu urbain, une typologie de paysage alimentaire justement très différent dans la mesure où peut-être à Pantin, à Montreuil, on ne va pas dire que c'est équivalent à Pantin, mais en tout cas, il y a beaucoup d'épiceries, de commerces en fait, qui peuvent être conventionnés sur ce genre de dispositif.
Là où à Villetaneuse, pas du tout. Il n'y a pas du tout quasiment pas, ça fait mon la tête, mais assez peu d'épiceries ou voilà, d'endroits où on peut. Et donc là, le chèque pouvait être utilisé dans des commerces, j'ai fait un grand moyen de distribution, pour acheter des fruits ou des légumes, par exemple. Mais c'était difficilement quantifiable. Et en tout cas, pour répondre à ces enjeux de pédagogie, de sensibilisation autour de ça, il y a sur chaque ville, donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré à chaque fois 3 mois ou 4 mois dans chacune des villes, où les bénéficiaires étaient accompagnés par différents acteurs associatifs du coup des villes, pour leur proposer tout un tas d'activités autour de ce que c'est l'alimentation dite durable. Et donc aussi commencer à, par exemple, pour le mouvement qui est en fait un mouvement un mouvement d'achat, donc qui permet à des personnes, tout type de personnes, donc il y a le côté universel, mais par contre, d'acheter des produits dits d'épicerie, donc secs, en vrac, donc en gros à prix coûtant, mais avec une tarification de moins 50% pour certaines populations, donc des bénéficiaires des minima sociaux notamment. Et en fait, et donc ça permettait par exemple à ce mouvement-là, à l'association VRAC, de pouvoir parler, de présenter en fait leur initiative et tout ça, et en fait dans ce mouvement, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que j'ai pas forcément ressenti les mêmes choses, mais peut-être parce qu'on n'avait pas non plus les mêmes dispositifs et actions. Mais en fait, finalement, quand on parle d'alimentation, tout le monde a quelque chose à dire, j'ai l'impression, surtout en cuisine. Voilà, c'est mon expérience personnelle, mais et relativement conscient en fait de la qualité des produits et que de la manière, en fait, des modes aussi de production et que ce que ça engendre en termes nutritionnels, mais aussi en termes même d'envie, mais surtout d'une parfois. Donc en fait, de trouver, de chercher en fait avec ces personnes-là des biais pour des solutions pour qu'ils puissent y accéder moins cher. Et bien, de ce que j'ai observé sur, c'est notre échelle, mais voilà, sur le territoire de notre commune, c'est que ces personnes-là, en tout cas, elles s'engagent de leur personne, de leur temps, de leur énergie, pour trouver des solutions, pour être là bénévolement, pour trouver, pour aider sur la logistique, voilà. Donc après, je sais plus quelle était la question. Est-ce que, en partant du principe que les mairies, tout le monde a intérêt à ce que les populations soient en bonne santé, donc se nourrissent bien, voilà. Est-ce qu'il y a des partenariats avec les mairies, les services sociaux, des choses comme ça, de ça pour avoir au moins le nombre de personnes qui sont dans le besoin et qui auraient quantifié un petit peu tout ça, vous arrivez à... Les chiffres sont accessibles, l'INSEE, etc. Et on travaille, on travaille avec la mairie du 20e, la mairie centrale aussi de Paris, qui sont aussi des financeurs de l'expérimentation, avec d'autres. Donc oui, on travaille avec eux. On a aussi pris une certaine indépendance vis-à-vis d'eux au niveau des décisions. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé pendant 8 mois, je dirais, à décider de comment allait être structurée la caisse, comment on allait prendre une décision entre nous, comment on allait faire, comment on allait conventionner les commerces, faire des grilles de conventionnement, c'est-à-dire décider tous les critères, mais aussi pour quel genre de commerce, est-ce qu'on allait, qui allait pouvoir entrer dans la caisse, comment allaient fonctionner les allocations et les allocations et les cotisations. Les cotisations, merci. Tout ça, il a fallu le mettre en place et réfléchir au fait de combien on voulait. Est-ce qu'on voulait qu'il y ait beaucoup de gens dans le besoin? Est-ce qu'on voulait aider les personnes
plus de personnes dans la précarité, ou est-ce qu'on voulait avoir le plus de monde possible dans la caisse? Parce que financièrement, de toute façon, c'était une enveloppe assez fermée. Donc, en fait, quand on donne une allocation de 100 € à quelqu'un, s'il a cotisé 15, il faut bien trouver les 85 € qui manquent, et ça, ce sont les financements publics ou privés. Donc forcément, on est obligé de prendre des décisions là-dessus aussi. Et puis, ce qui a été très très important, c'est la formation, c'est le parcours d'engagement des membres du comité citoyen, avec donc Bénédicte Monzi, l'anthropologue qui a mis en place ce parcours d'engagement, qui nous a fait rencontrer. Il y avait plusieurs thèmes. Le premier parcours, il y avait 7 thèmes. Il y avait l'aide alimentaire et différents du droit à l'alimentation. Il y avait la santé et l'alimentation. Il y avait l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Le cercle vertueux de l'alimentation face au gaspillage alimentaire. La démocratie alimentaire ou la démocratie dans l'alimentation. On a étudié aussi la sécurité sociale de la santé. Et puis on a cuisiné et on a mangé ensemble. Voilà, c'est très varié, ça continue, il y a plein des programmes. Excusez-moi, j'ai juste une question peut-être très très générale sur quand on parle de l'alimentaire, de caisse et de SSA et de Vitalim. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement essayer de définir ce qui n'est pas quoi? Si on parle de Vitalim, c'est clairement pas une démarche de sécurité sociale de l'alimentation. C'est de l'aide alimentaire. C'est pas non plus de l'aide alimentaire. C'est quelque chose qui est intermédiaire, je dirais, entre l'aide alimentaire, c'est un peu ce que je disais, ce que font les collectivités, intercommunalités autour du PAT sur les questions de nutrition, cuisine, etc., droit à l'alimentation en fonction des usages alimentaires liés aux différentes populations. Donc ça remplit, je dirais que ces cases-là, mais ça ne remplit pas la case du conventionnement par les bénéficiaires usagers auprès des magasins pour choisir en connaissance de cause, dans le cadre du parcours que nous parlait Jean-Claude, qui a été mené dans le 20e, mais aussi à Montpellier, qui est mené sur plein de caisses en Gironde notamment, et d'autres caisses qui Saint-Étienne, et beaucoup de caisses travaillent sur ce modèle de démocratie alimentaire, mais de démocratie sociale liée à l'alimentation. On n'est pas dans un modèle de démocratie qui est très normé, défini par les collectivités. Et c'est là où il y a la question de ce qui s'est posé aussi dans la question de la tutelle des collectivités sur les groupes et les collectifs qui veulent s'engager dans une démarche d'éducation populaire et de gestion de caisse telles qu'elles existaient de 1946 à 1967 par les syndicats qui géraient les cotisations sociales, qui ont géré la question des remboursements au départ, mais aussi qui ont monté de toutes pièces avec les professionnels de la santé, les CHU et tout le système autour de la santé. Donc, on se réfère clairement dans ce cadre-là, sur la sécurité sociale de l'alimentation, à ce modèle de réappropriation par les citoyens et les citoyennes de leur alimentation et de transformation du système agroalimentaire. Voilà. En partant effectivement des mangeurs, comme je disais au départ, qui sont les mangeurs de paysans, les mangeurs qui sont dans les villes et qui ont besoin d'acquérir leur nourriture, etc. Et puis aussi, au final, co-élaborer des plans d'alimentation en lien avec les paysans qu'on installe, etc., sur les territoires, avec vraiment une vision systémique des choses. Donc la démarche du conseil départemental, c'est pas du tout ça. Et puis après, à terme, c'est assez, à mon sens, c'est assez problématique parce que ça crée des envies. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer, quoi, je veux dire. Alors que la caisse, de toute façon, quel que soit ce qui va se passer à terme,
les gens qui auront été formés à cette question de la démocratie alimentaire, ils ne vont pas en rester là. Ils vont se mettre en place, ils vont participer au montage de mutuelles, comme ça peut se faire en Alsace et ailleurs. En tout cas, ils vont interpeller le politique pour continuer à pouvoir agir aussi avec les paysans dans le cadre de l'agriculture paysanne. Donc c'est là que c'est, je dirais qu'il manque, c'est bien ça, ce qui est fait, mais le constat d'usage, on le connaît tous. On sait bien que cette façon de pouvoir être ensemble sur l'alimentation, ça nous transforme tous, ça nous redonne de l'espoir, ça nous refait vivre ensemble sur nos quartiers, etc. Ça nous fait nous rencontrer dans nos différences culturelles, dans nos usages. Ça, c'est absolument, je dirais, extraordinaire et merveilleux. Mais voilà, on ne peut pas en rester là, quoi. Je veux dire, et le maillage de ces caisses, etc., ça se veut au niveau des expérimentations, une volonté à terme de pouvoir, au-delà d'une loi qui permettrait d'accompagner les expérimentations, d'aller vers une loi cadre à terme. Voilà, je vais arrêter là parce que personne n'a d'autres choses à dire là-dessus. Non, c'est juste par rapport à... J'avais pensé tout à l'heure quand Jean-Marie, quand Jean-Claude racontait l'histoire, je me disais, mais peut-être, bon, j'imagine que vous avez pensé à ça, hein, évidemment, une réunion après un repas dans une cantine, ça peut peut-être aider à mieux réfléchir une fois qu'on a le ventre rempli, ou vu qu'il y avait Amina à côté. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Mais sinon, pour revenir, Jean-Marie, sur la question de la construction avec les habitants et à Montpellier, là c'était le mois de l'ESS, mais il y avait aussi le festival alimentaire en même temps, avec toute une programmation de films. Il y en avait un qui était spécifiquement sur Montpellier, Manger pour vivre, qui était assez touchant, où il y avait justement une habitante de Montpellier qui se redécouvrait une vie qui s'échappait de sa condition dans laquelle on a laissé juste mère au foyer, et qui trouvait un projet dedans, et qui racontait aussi toute la violence systémique des épiceries alternatives qu'il peut y avoir. Qu'en fait, du coup, elle avait l'habitude de venir à cet endroit-là pour faire ses courses, et pourtant, il y a toujours des gens qui pensent que c'est la première fois qu'elle vient, et qui du coup vont lui dire « Ah, mais attends, c'est là les légumes et tout. » Oui, je sais, c'est bon. Mais c'est assez... et en fait, elle devait même y aller avec une amie, sinon elle ne se sentait pas la force, elle ne se sentait vraiment pas invitée, enfin elle ne se sent toujours pas vraiment invitée à ce lieu. Et je trouve ça intéressant, en plus par rapport à la catégorisation socio-professionnelle, parce que ça peut presque renvoyer un peu à ça. D'un côté, des personnes qui sont dans le besoin, donc elles sont dans le besoin, et de l'autre, un projet politique qui peut plus parler à une certaine catégorie socio-professionnelle, mais les espaces sont pour autant pas encore très pour eux. Et voilà, c'était juste en réaction par rapport à ça, j'ai pas vraiment de questions. Si ce n'est, mis à part la difficulté peut-être du financement du coup, et comment, si vous avez des connaissances aussi c'est pas parce que les collectivités veulent prendre le chapeau qu'on peut pas leur demander de soutenir aussi à un moment, et du coup comment réussir à naviguer là-dedans avec tous les acteurs, toute l'histoire de ça, Charlie. Moi je me permets juste sur ce que tu as dit avant, une petite réaction à ce qui a été dit là. Je pense que ce qui est important, c'est de commencer d'abord à partir de là où on en est chacun d'entre nous sur notre rapport à l'alimentation et les questions qu'on a. Ecobule a fait un petit dispositif avec du photolangage sur c'est quoi mon repas idéal. Et à partir de mon repas idéal, où on compose son repas idéal, c'est très intéressant parce que idéal, ça veut dire quoi? Donc idéal, est-ce que c'est idéal parce que c'est équilibré? Est-ce que c'est idéal parce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est idéal parce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est idéal parce que c'est bon pour l'environnement? Et à partir de là, ça permet de discuter avec chacun de là où ça résonne la question alimentaire, et à quoi on est confronté, pourquoi le repas idéal on ne le fait pas chaque jour, ou pourquoi c'est pas si simple que ça de s'alimenter tous les jours dans une forme qui fasse ressource ou qui fasse plaisir. Et pour moi c'est vraiment important qu'on arrive à cheminer ensemble à partir des questions hyper concrètes,
La question financière, elle est enchâssée dans un ensemble d'autres dimensions pour chacun d'entre nous. Parfois, on a de l'argent et on n'a pas de temps et on ne sait pas cuisiner. Parfois, on a plein de temps, on est super et on s'est dépensé au centime près, mais on est pris par les logiques de prix au kilo, de trucs comme ça. Et on passe un temps fou à faire tous les magasins pour acheter le moins cher à chaque fois. Enfin, parfois, on est un jeune adulte ou un plus âgé et on n'a pas la pratique de la cuisine, donc c'est pas tant qu'on n'aimerait pas bien manger des produits frais, c'est qu'on ne sait juste pas les cuisiner et qu'on a toujours les 3 mêmes recettes. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on parte de ça. En plus, ça nous concerne tous. Comment on crée des espaces pour discuter de ce qui nous arrive à nous en tant que mangeurs, pour cuisiner ensemble, pour se donner des conseils et petit à petit élaborer les réponses, construire les réponses et les élaborer. Par rapport à la question du magasin, moi je l'ai vu le film, il y a un Biocoop dans la butinerie, on passe par la porte arrière, on va faire les courses avec les personnes qui viennent dans un ensemble de temps qu'on fait, sur des questions alimentaires, sur des questions de santé ou autres. On va avec les personnes sur un repas qu'on a imaginé, on va cuisiner ensemble, on va acheter dans le Biocoop les aliments. Et voilà, et on fait une visite guidée du Biocoop. Et on peut calculer après combien ça coûte par personne, ce qu'on a acheté et ce qu'on a cuisiné. Donc on démystifie le c'est pas pour moi, ça veut pas pour autant dire que c'est accessible à tout le monde et que tout le monde va faire toutes ses courses à Biocoop, mais ça crée aussi déjà une première pierre non stigmatisante et ça nous autorise à aller dans le magasin. Et parce qu'il y a une utilité, parce que derrière on va cuisiner, on va prendre plaisir à manger des trucs dont on sait d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment important pour moi il y a plein d'initiatives sur la ville, il y a plein de lieux ressources, il faut qu'on parte de ces endroits où on discute et où on mange ensemble, et qu'on élabore à partir de ça. Voilà. Moi j'ai une question, c'est par rapport à l'expérience des cuisines construites à pleine commune. Bon, je ne connais pas le projet, mais j'ai l'impression que tu disais que dans ces cuisines, différents acteurs utilisaient cette cuisine et qu'à un moment donné, il y a un groupe qui est constitué et qui fait se cuisiner pour la semaine. Et que tu racontes qu'à partir de se cuisiner pour la semaine, il y a une question de quantité qui se fait et que là, on a un collectif de citoyens qui se retrouvent en contact avec un mouvement d'achat. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça super intéressant parce que ça rejoint la vidéo qu'on a vue tout à l'heure sur comment on devient un collectif, se saisit de questions qui ne sont pas simplement le fait de s'alimenter, mais du coup, comment on se procure les produits, et puis qui les produit, et ainsi de suite. Et là, ça m'intéresse parce qu'on parle d'un équipement qui est la cuisine. Et je me souviens dans un projet à Paris qui s'appelait Les Grands Voisins, c'est un projet d'expérimentation d'urbanisme, de transition urbaine, et qui a duré plusieurs années. Et lorsque la métropole a revu sa copie du projet urbain, elle n'a pas gardé les expérimentations autour de la cantine. Alors que chez Les Grands Voisins, il y avait énormément d'expérimentations autour de la cantine. Elle a gardé d'autres projets, elle a gardé la conciergerie du quartier, par exemple. Mais elle n'a pas gardé la cantine. Et je me demande si parce qu'elle n'a pas gardé la cantine, parce que les cantines qui étaient expérimentées à ce moment-là, étaient des cantines qui se font tourner vers la restauration. Ce qui me plaît dans le projet là, de cuisiner pour la semaine, c'est qu'on quitte le modèle de la restauration pour aller vers, au fond, la cantine de quartier, au sens où c'est comme si c'était les cantines individuelles, disons, qui devenaient secondaires pour cette cantine collective. Ça, je trouve ça assez intéressant comme équipement de quartier, comme équipement. Et alors, pour terminer, parce que là, je te donne la parole, tu as dit qu'au fond, à Bruxelles, ça s'est dépliqué. Ça m'intéresse. Où à Bruxelles? Est-ce que c'est Comuna, par exemple, qui déplie des choses? Qui déplie ça? À Bruxelles, c'est une association qui s'appelle les cuisines de quartier. Il y a 3 salariés. Merci. Il y a 3 salariés, 4 peut-être salariés, peut-être 3 maintenant, parce qu'ils n'ont plus trop de subventions en saison. Et c'est pareil, par contre, il y en a beaucoup plus. Il y a 20 cuisines, il y a 20 groupes de cuisine qui se retrouvent tous les mois pour faire la même chose.
mais il y a moins peut-être la dimension de l'approvisionnement. Ils cherchent à structurer et à donner une dynamique de qualité dans leur approvisionnement, mais jusqu'à maintenant, c'est chaque groupe fait les courses, où chaque groupe est rattaché à un dispositif d'aide alimentaire qui leur permet d'acquérir un certain volume de produits, mais issus du coup du don. Et donc, on retombe sur une dynamique où les personnes ne choisissent pas forcément ce qu'elles mangent, là où d'initier des petits groupements d'achat au sein de ces cuisines-là me permet de le faire. Par contre, et c'est là où je rejoins un peu ce que tu disais, c'est que en effet, ça a été difficile de rendre ces groupes réguliers, parce qu'en fait, il fallait décider à l'avance. Enfin, ces groupes composés de 10 personnes, de catégories, venus de partout en fait, et culturellement, mais aussi économiquement, par statut social, etc., devaient choisir du coup un menu, donc 1 ou 2 repas, pas plus, parce qu'en fait sinon tu te retrouves avec des quantités et alors attends, j'ai pas ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, il fallait choisir un menu en fonction du coup d'une mercuriale, d'un catalogue de produits qu'on leur proposait, donc 1 mois, 2 semaines à l'avance. Il fallait qu'ils choisissent un menu, commandent les volumes appropriés en fonction des plats qu'ils commandaient à l'avance. Donc en fait, tout ça pour dire que ça génère une organisation qui n'est pas du tout naturelle. Et donc du coup, c'était hyper compliqué de le faire. Déjà, on était là pour aider, évidemment, mais en plus, on a mis en place des outils aussi d'appropriation, d'autonomie en fait progressive, parce qu'effectivement, comme c'est une expérimentation, après déjà il faut prouver que ça marche, et ensuite il faut trouver des modèles économiques qui fonctionnent un peu par soi-même, parce qu'on n'a pas l'argent pour continuer tout ça. Mais en fait, c'est très peu coûteux quand on met tout en place. En fait, les personnes, elles achètent ce qu'elles cuisinent. Donc si elles sont disposées à réfléchir sur combien de tomates il faut acheter, et après, en fait, il y a des groupes qui s'organisent complètement différemment les uns des autres. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas forcément chercher un menu avant, mais ils vont choisir le produit qui est le moins cher, mais qui leur plaît, et ensuite quand ils le reçoivent le jour de la préparation de cuisine, ils se disent ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et en fait c'est assez spontané, mais du coup ça permet effectivement de raconter d'où les produits viennent, comment est-ce qu'ils sont produits, comment est-ce que ça s'organise pour qu'ils soient livrés. Il y avait toute une logistique, un cycle logistique, etc., parce qu'il y avait une régie, il y a une régie qui s'appelle les rayons, qui du coup tout un flotte qui allait chercher les produits, machin. Et ces personnes-là, en fait, ça me paraissait monstrueux ce qu'on leur demandait de faire, et en fait, le pli est très vite, ça s'est très vite fait, en fait, finalement, avec évidemment des ratés, mais sinon on ne se souvient pas de comment faire, donc ça fait partie de l'organisation, quoi. Et surtout une vraie envie de parler de l'alimentation, et donc aussi de se dire, de s'échanger les bons tips, en fait, les bonnes astuces, qui fait quoi sur le territoire, comment acheter des produits moins chers mais bons. En fait, il y avait cette envie-là, cet engouement-là qui était déjà sur cette base. Mais par contre, pour finir sur Bruxelles, certes, ils n'ont pas encore réussi à vraiment structurer tout un approvisionnement de qualité, tout ça, même s'ils cherchent à le faire. Donc là, on est d'ailleurs sur un consortium européen pour trouver des financements pour faire ça. Mais par contre, eux, ils sont très forts dans l'autonomie de ces groupes-là, et du calcul des portions, combien ça coûte, qu'est-ce qu'ils font, combien il faut de patates pour faire 20 gratins. Et en fait, cette économie en fait, du foyer, elle n'est pas si évidente, parce que les personnes, elles le font de manière un peu spontanée, mais en fait, ça va vite, et surtout, il y a des outils qui sont en place pour faciliter le calcul, et puis autre chose intéressante aussi sur ces cuisines-là, c'est que ça permettait aux personnes de aussi faire leurs courses par ce biais. Et donc, s'il y avait du reste, elles les achetaient prix coûtant à la fin de l'atelier, où elles se réservaient d'acheter des fraises parce qu'elles étaient à 1,50 € le kilo versus 7 sur le marché, quoi. Donc du coup, elles achetaient alors qu'elles ne les cuisinaient pas. Donc c'était aussi un biais pour cette manière. Et sur la typologie des cuisines,
il pouvait y avoir des restaurants aussi, mais des restaurants associatifs ou qui pouvaient être fermés par exemple le dimanche et le lundi, et donc on avait négocié en fait avec eux de pouvoir cuisiner le dimanche matin toute la matinée, mais parce que eux, par ailleurs, ils pouvaient aussi, et c'est comme ça qu'on arrive en fait à trouver des moyens de financement, c'est que eux, ils pouvaient bénéficier, enfin, on n'a pas vraiment réussi à le mettre en place, en tout cas c'était l'idée, de bénéficier de la logistique des cuisines d'approvisionnement, donc de ne pas payer la logistique, mais par contre de payer, de s'approvisionner par ce biais. Et donc du coup de proposer pour leur cantine associative des produits de qualité, moins chers, et c'est eux qui payaient la logistique, et donc le groupe de cuisine Contrib n'avait plus à payer la logistique, donc ça revenait encore moins cher. En fait, il y a des façons de faire, mais c'est ça où la coopération à cette échelle-là, donc de ville, elle doit se faire vraiment, à mon avis, vraiment sur mesure en fait, selon la capacité de chacune des structures et la force c'est d'être assez, je sais pas comment dire, mais mobile quoi. Pour poursuivre sur ce sujet, sur la question de la logistique, sur la caisse du 20e, après avoir conventionné une douzaine de magasins, on est en ce moment sur le conventionnement des cantines. Parce que sur le 20e arrondissement, il y a à peu près une dizaine de cantines. On en a déjà vu 4 ou 5. Et on leur a exposé la question effectivement du conventionnement, de la logistique des produits qu'ils avaient, au-delà des produits qu'ils pouvaient avoir par le biais de l'aide alimentaire, mais des produits plus qualitatifs qui pourraient nous permettre de les conventionner aussi, parce que dans le cadre de cette démarche aussi d'alimentation saine et durable, il y a une volonté aussi d'essayer de les fédérer autour de cette question de la logistique. Donc on est en train de travailler avec l'entreprise à but d'emploi, la CIE du 20e, pour travailler là-dessus, et avec la Caisse des écoles, on va la rencontrer prochainement pour avancer sur ce sujet, et puis aussi en lien avec bien sûr VRAC, puisque VRAC est dans la SSA depuis le départ, notamment à Lyon. Voilà, je suis un peu ce qui se passe aussi sur plein de communes, mais on est dans cette deuxième phase de conventionnement effectivement des cantines. Et après, on va voir pour conventionner plus avant les producteurs, après des visites dans les fermes. Mais cette question-là, effectivement, de la logistique du dernier kilomètre, de pouvoir bénéficier d'un réseau logistique au-delà de ce que certaines cantines, dans le cadre des petites cantines par exemple à Bagnolet, parce que moi j'habitais à Bagnolet, les petites cantines bénéficient du système d'appro de Biocop, quoi, notamment, ils s'approvisionnent en partie grâce à ce système. Donc ils sont déjà dans un système intégré. Et dans le 20e, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans un système intégré comme ça, sur leur territoire, et qui nécessiterait vraiment de s'organiser de cette façon, de façon après aussi à pouvoir travailler avec la COP. La FNAD et puis la COP de l'Île-de-France et tout ça, comme ça on peut se le faire pour mieux s'organiser sur les questions de la logistique à un échelon plus large, et après peut-être dans un second temps dans un cadre d'intercaisse avec les caisses du 18e qui sont en train de se mettre en place, les caisses du 14e, de façon à pouvoir se fédérer voilà, à terme. Alors, il y a l'heure qui passe, moi ça me passionne comme sujet, mais j'espère que vous aussi. Il est 20h27, je me dis peut-être si les questions, enfin il y a des questions qui ont été posées spontanément, mais s'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions dans la salle, peut-être une ou deux avant de conclure, ou de poursuivre la soirée selon les envies. Moi, c'était pas une question, c'était plus une réaction, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du réseau VRAC. Et à mon sens, c'est une manière de faire ça. Avant de faire la butinerie, quand on avait nos réflexions, on s'était dit, le vrai truc, c'est installer VRAC à Pantin. Et il se trouve qu'eux, ils avaient été créés depuis très peu, ils étaient en plein développement, ils avaient dit on arrête les territoires.
Pourquoi vrac? Parce qu'en gros, ça déconstruit l'idée que dans les quartiers populaires, les gens, ils ne sont pas préoccupés par avoir une alimentation de qualité. Et du coup, on voit avec... moi, c'était le film j'ai toujours en tête le film du lancement de cette initiative, où en gros, on voit dans un centre social des gens, mais toutes les configurations sociologiques d'un quartier populaire d'habitat social, qui viennent et qui disent bah ouais, moi je suis content de manger bio ou de manger des produits de qualité, en plus c'est moins cher, etc. Et donc ils ont un discours sur la qualité, et, sur la santé, et ils ont aussi un discours sur le prix. Et ça, VRAC le permet, et c'est vrai qu'en général, quand on va parler de démocratie alimentaire, on va assez rapidement, ou de bio, on va assez rapidement dire oui, mais c'est un truc pour les classes supérieures, etc. Et voilà. Et en plus, chez VRAC, on cuisine ensemble, il y a pas mal d'activités qui créent vraiment du lien. Les gens sortent de chez eux, c'est assez impressionnant. C'est pas que un groupement d'achat, c'est aussi beaucoup de liens. Et les gens se connaissent, alors les gens de VRAC connaissent vraiment tout le monde. C'est vraiment impressionnant l'engagement qu'il y a. Je suis dans le 20e aussi chez VRAC, c'est vraiment c'est très chouette. Et je voulais aussi parler, ça me fait vraiment penser à ça, au sein de la caisse, au sein du comité citoyen dans le 20e, personne ne se connaissait au départ, c'était vraiment, on s'est retrouvés à travailler ensemble, et on a été obligés, on a eu envie, on a été obligés de se faire confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là tout le temps, à toutes les réunions, et l'idée de faire confiance et accepter que les gens qui sont là le jour où il y a des décisions, ces décisions, elles se prennent avec les gens qui sont là. Ils sont légitimes pour prendre ces décisions. Et cette légitimité, elle amène un vrai pouvoir, ça recentre sur... ça aide les gens vraiment à se sentir effectivement légitimes. C'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Et des gens qui ont du mal à faire confiance, qui remettent en question des fois sur la réunion d'après, on est toujours là à expliquer, et c'est vraiment quelque chose de très fort en fait. Cette expérimentation, c'est absolument incroyable pour l'alimentation, mais aussi au niveau du lien dans le quartier, dans l'arrondissement, et puis on fait un travail. C'est assez impressionnant de se voir les uns et les autres porter un projet incroyable comme ça. Voilà. Ça m'impressionne beaucoup. Ouais, moi je peux que encourager pareil tout ce qui implique de faire manger ensemble et faire les commandes ensemble, parce que moi dans la coopérative alimentaire où j'étais, c'était vraiment mes moments préférés. D'ouvrir les fichiers de commandes ou d'être sur les sites des fournisseurs et d'être 3-4 comme ça devant l'ordi et de dire vas-y, ok, il y a des lentilles corail à 6 € et il y a des lentilles corail à 3 €. Pourquoi? Et donc du coup, ok, c'est pas la même origine, mais vas-y, ok, mais on choisit quoi? En fait, ouais, mais si on choisit les moins chères, celles-là elles viennent d'Ukraine, mais les autres elles sont françaises, du coup, en fait, ce débat-là, il est génial, et à la fin, et c'est là que tu dis, ouais, ça donne un pouvoir, mais ça donne aussi une énorme responsabilité de devoir et de pouvoir choisir pour les autres. Et ça, je pense que c'est très valorisant, surtout pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, dans leur travail, dans leur mode de sociabilité en général, de décider, en fait, surtout de décider pour autrui. Je pense aussi à, évidemment, beaucoup de femmes qui, quand elles arrivent, elles disent non mais, on est une coopérative alimentaire, on a besoin de toutes sortes de compétences, et il y a des gens qui sont informaticiens, il y a des gens qui sont forts à faire des petits paquets de trucs. Bon, ok. Ouais, mais moi je ne sais rien faire.
alors phrase interdite, dans des lieux comme ça, moi je sais rien faire, surtout pour les femmes. Parce que souvent, je pense notamment au quartier dans lequel on était, nous on était entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil, donc beaucoup de femmes précaires, racisées. Donc là on est dans le summum du « je pense que je ne sais rien faire et je pense que je n'ai rien à apporter » à quelqu'un dont elle considère qu'elle a fait des études ou que je sais pas, enfin qu'elle sait mieux qu'elle. Et voilà, et en fait il y a tout ce truc là de dire en fait ok, je sais pas, toi tu sais faire des trucs, enfin tu sais, je sais pas, à bouffer pour 25 personnes, moi perso je sais pas faire à bouffer pour 25 personnes. Et en général en fait c'est en discutant justement avec les gens qu'on se rend compte aussi que en fait il y a plein de choses comme ça qu'on considère même pas nous-mêmes comme des savoirs ou comme des pouvoirs et qu'on apprend finalement dans ces circonstances-là. Je pense aussi à ces personnes, surtout les personnes qui sont éloignées de ce truc-là, de prendre des décisions, en fait, que c'est important de pouvoir donner quelque chose et que du coup, l'occasion des ateliers cuisine, c'est ça. En fait, même si au départ, moi, je sais que j'ai demandé à plein de femmes de faire moi je sais pas faire ça, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un atelier cuisine sur tel ou tel plat? Au début, non, l'atelier cuisine, moi je veux pas apprendre des trucs aux gens, un peu timide, voilà. Et en fait, on organise un truc, je pense à un événement qu'on avait organisé avec l'école du coin, avec les maîtresses de l'école primaire d'à côté, qui était super. Et parce que aussi, en fait, on n'a pas l'occasion à l'école d'apprendre quoi que ce soit sur notre alimentation, en fait, on n'en sait rien. Donc c'était très bête, mais on avait des CP, des maternelles, qui étaient là, qui venaient à l'épicerie quand il y avait les livraisons de fruits et légumes, juste pour savoir, ça c'est quoi? Non, c'est pas une tomate, c'est un poivron. Alors, donc des choses comme ça qui sont très basiques, et du coup organiser des événements avec ces enfants-là, qui ont participé aussi à faire à manger, et à cette occasion-là, c'était une petite fête de quartier, où du coup les mamans aussi ont apporté tous les trucs qu'elles savaient faire, ça a débouché ensuite sur ça c'est trop bon, ok, on accepte finalement de faire un atelier cuisine, etc. Et en fait, voilà, c'était toutes ces petites... Et c'est vrai que ça, c'est ce que je raconte là, c'était possible parce qu'il y avait un lieu qui était ouvert sur le quartier. Sur la question aussi de l'accessibilité, on était dans un quartier où la majorité des gens étaient précaires. Je pense aux petits enfants, surtout les petits garçons qui étaient en train de courir partout tout le temps et de dire je veux boire tel truc, qui voyaient des boissons, etc., qui voulaient dans l'épicerie. En fait, t'as pas d'argent, c'est pas grave, moi je peux pas te donner des trucs. Par contre, on peut faire des compromis. Donc du coup, on a fait des choses, genre par exemple, celui qui vient participer à faire des glaces, on va faire des glaces ensemble, faites 10 glaces, t'en as une pour toi. Voilà, des trucs comme ça aussi qui, je pense que c'est important de montrer que c'est des enfants, donc c'est pas terrible de dire tu participes donc je te donne un truc, mais c'est un premier pas sur des choses comme ça qui sont des petits détails et qui, à mon avis, en tout cas pour nous, ont permis qu'on s'intègre dans le quartier et que ça puisse changer aussi de sociologie des trentenaires bobos que nous sommes. On était tous. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il est 20h36, donc ça fait déjà quasiment 1h30 qu'on discute. Je propose qu'on continue après la discussion autour d'un verre et des petits fours. Il y a juste moi un dernier truc pour conclure, peut-être pour vous, deux éléments qui me semblent intéressants à souligner. C'est premièrement l'échelle de réflexion. Tout à l'heure, Jean-Marie commençait à évoquer la question de l'interrelation, l'intercaisse, etc. Alors après, ça reste conceptuel, mais c'est toujours intéressant aussi d'y réfléchir. Il y a le concept de biorégion qui est assez intéressant pour relier à l'échelle environnementale. Du coup, on est en Île-de-France, il y a la Seine, et je me demande si participer du coup aux actions, pas forcément de sensibilisation, mais de mobilisation, en tout cas se rappeler quelles sont les luttes en ce moment au niveau de l'Île-de-France, surtout sur la Seine, qui est très concernée par un méga canal qui projette d'être construit. C'est toujours important de rappeler aussi ça. Et peut-être que c'est comme ça qu'on peut se projeter petit à petit à réfléchir à l'échelle biorégionale aussi en connaissant mieux là où il se passe des choses, etc. Et deuxième chose, là j'ai l'impression que la discussion d'aujourd'hui a beaucoup tourné autour de l'aspect central de faire la cuisine ensemble,
faire des choses, etc. Et aujourd'hui, bon alors c'est pas une bonne nouvelle, mais il y a un prisonnier en France qui a sorti un livre qui s'appelle non mais c'est complètement lunaire et je vais vous passer cette information parce que je la trouve importante. Il a écrit Mange ta peine, les recettes du prisonnier à l'isolement. C'est Mokben, voilà, et en fait il s'est fait transférer juste après en transfert punitif dans la nouvelle prison de haute sécurité. Voilà, les cantines, c'est un peu subversif quand même. Ça marche encore. Oui, vous êtes absolument tous invités le 4 décembre à la Bourse du Travail. Il faut le dire. Voilà, c'est la carte blanche à Bernard Friot qui va venir nous raconter la sécurité sociale de l'alimentation. Je vous donnerai, enfin vous pouvez prendre un flyer qui veut quand ça se passe. Il y a d'autres événements qui sont organisés par la Caisse du 20e auxquels vous êtes tous invités. Voilà. Merci au relais qui nous accueille pour la soirée, moi de l'ESS et aussi un sociétaire de la mutinerie.